Nous sommes le 20 septembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. On ne sait pas qui croire entre l'ombudsman et les opposants en exil à qui le gouvernement a refusé le droit de rentrer. Le premier indique qu'il n'y a jamais eu de pourparlers à Nairobi, tandis que les politiciens, eux, affirment le contraire. À peine les commissions électorales provinciales mises en place, la CENI est déjà accusée de partialité. Là, c'est le cas de Frodéou qui indique que pour figurer sur ces listes, il faut d'abord accepter de se plier aux volontés du parti CNDD-FDD. Et puis, l'ancien président tunisien Ben Ali s'en est allé. Le Raïs est mort à 83 ans alors qu'il était en exil. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La page politique pour commencer. L'ombudsman Edouard Nduwimana n'avait pas mandat du gouvernement burundais lors de la rencontre de Nairobi avec les leaders politiques en exil qui souhaitent rentrer au pays. C'est ce qui ressort d'un communiqué du bureau de l'ombudsman. Pour lui, il n'y a pas eu des négociations proprement dites. La priorité du moment pour le gouvernement étant la préparation des élections de 2020. Révérien Badikamé. Dans un communiqué que le bureau de l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana a rendu public ce mercredi, son porte-parole Juma Rukumbi nie qu'il y a un processus de dialogue ou de négociation en cours organisé par l'institution de l'ombudsman de la République. Edouard Nduwimana affirme qu'il a rencontré en passant certains hommes politiques en exil qui ne font pas objet de poursuites judiciaires dans le but de les sensibiliser à rentrer. Il était en route vers la capitale égyptienne avant de se rendre à Nairobi. C'était le 26 août au 2 septembre 2019. Il dit avoir signifié à ces hommes politiques qu'il ne s'agit pas de dialogue, encore moins de négociations avec le gouvernement du Burundi. L'ombudsman burundais était en compagnie d'autres cadres de son institution. Il ajoute que cette séance s'inscrivait dans la suite des séances d'août 2017 à Helsinki, où il y a eu des tentatives de négociation qui n'ont pas eu une issue favorable, et cela cadre avec la mission du bureau de l'ombudsman, comme Juma Rukumbi l'a écrit dans son communiqué. Cette descente n'engage donc que la personne de l'ombudsman. Il était mandaté ni par le gouvernement burundais ni par le chef de l'État, selon toujours ce communiqué. À l'issue des échanges, ces politiciens en exil ont soulevé certains points, notamment la libération des prisonniers politiques, des modifications de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les rapatriements dans un même groupe, la levée des mandats de certains d'eux. Edouard Nduwimana a rappelé à ses opposants politiques que la priorité du gouvernement, que sont les élections de 2020 et la mise en œuvre du plan de développement du pays. Pour ce, il a signifié que d'autres séances pourraient être tenues, mais après les élections de 2020. Merci beaucoup, Révérien Badikamé. Selon Onésime Nduwimana, un des politiciens qui a participé dans ces discussions, il y a eu bel et bien des pourparlers et l'ombudsman avait été délégué par le gouvernement. Onésime Nduwimana. La réunion de Nairobi a bel et bien eu lieu. Elle s'inscrit d'ailleurs dans d'autres initiatives ou tentatives de rapprochement qui ont eu lieu pour tenter d'arrêter la crise née du troisième mandat de tous les malheurs. L'ombudsman, celui qu'on appelle l'ombudsman au Burundi, honorable Edouard Nduwimana, a toujours été le chef de délégation d'une équipe du gouvernement qui a même compté des généraux ou des généraux parmi eux. À un certain moment, nous avons eu à parler au général Maurice du service national des renseignements, qui est en dur parmi les durs. Il y en a bien d'autres, comme Zénon, ex-gouverneur de Bujumbura et bien d'autres. D'ailleurs, nous avons toujours exigé qu'ils nous prouvent que le pouvoir les a mandatés, sans quoi nous n'aurions pas perdu notre temps. Nous n'avons donc pas rencontré l'institution de l'ombudsman. C'est d'ailleurs impossible parce que nous n'avons jamais été d'accord de la manière dont cette institution est organisée, principalement après ce troisième mandat.
Alors, si aujourd'hui ils sont en train de forcer le bureau de l'Ombudsman de mentir et par un démenti dans un communiqué dit officiel, cela ne devrait ne devrait étonner personne. Ça a toujours eu lieu où des durs, des extrémistes, des intraitables mettent en question les valeurs de la paix. Ça a été vu même au moment où il y avait des négociations de paix à Arusha. Pour Jean-Claude Nkundwa, expert en résolution pacifique des conflits, le double langage de ces deux politiciens montre réellement que la tenue de ces négociations a eu lieu. Pour lui, c'était une bonne chose que ces deux parties négocient. L'important est qu'ils arrivent à trouver une solution qui rassure tous les Burundais. Suivez-le. Donc, premièrement, c'est un peu étonnant d'apprendre qu'on est en train de parler des négociations alors qu'on était informé que ça déjà s'était arrêté. Parce que le conducteur des négociations, le président Mkapa, avait donné le rapport au président de l'East Africa Community, lui disant que ça ne continue pas, donc il montrait ses limites. Donc tout le monde disait que tout est arrêté. Mais comme on sait bien, les négociations, quand il y a toujours un besoin, ne peuvent pas s'arrêter. On doit toujours continuer. Alors aujourd'hui, même s'il y a des contradictions au niveau de l'affirmation et contradictions au niveau de la tenue de ces négociations, cela montre que réellement les négociations ont eu lieu. Alors peut-être ce qui a été comme une erreur, c'est qu'ils avaient choisi de le faire en coulisses, mais qu'à la fin, on a dévoilé les secrets. On ne sait pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que les négociations ont eu lieu. Mais je pense que ce qui est important maintenant, c'est de savoir que finalement le gouvernement a la volonté de négocier. Il faut trouver d'autres moyens. S'il faut trouver d'autres façons de cacher les négociations, l'important est qu'on arrive au but qui satisfait tous les Burundais et qu'il y ait la paix. Encore sur ce point, le gouvernement burundais prône une chose et son contraire. Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe, s'interroge sur le sens du discours des autorités qui appellent régulièrement les réfugiés à rentrer et, dans le même temps, refusent aux opposants en exil qui se portent volontaires pour rentrer au pays. Il s'exprimait dans l'émission Club de la Presse. Malheureusement, le pouvoir de Bujumbura chante toujours qu'il veut que les réfugiés rentrent. Mais des réfugiés volontaires, ils refusent qu'ils rentrent. Mais c'est une chose et son contraire. Absolument. Pour dire que l'État du Burundi est en train de mentir. Parce que s'il voulait que les réfugiés rentrent, ces politiciens, je suis sûr, qu'ils sont capables de remorquer les gens. Mais ça joue contre sa propre image sur le plan international qui était déjà ternie. Pour l'image du pays, je pense que ce n'est plus un souci. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, ça montre que réellement ce qu'ils disent, et messieurs les réfugiés, mesdames, rentrez, la paix, la sécurité, il y en a au Burundi, pourquoi ils refusent à ces leaders politiques de rentrer? Pourquoi ils appellent aux réfugiés de Mahama, aux réfugiés de la Tanzanie de rentrer, mais qu'ils refusent aux politiciens, aux leaders politiques de rentrer? Moi, je pense que derrière, en dehors de ce qu'ils disent qu'ils ont fait comme convention, il y a des non-dits. Bien sûr. Ce sont ces non-dits qui ont beaucoup plus de poids. Vous auriez une idée de ces non-dits? Les postes politiques. Les postes politiques. C'est ça. Oui. Quand on rentre, Franck, oui. Quand on est politicien, qu'on est approché par le pouvoir, pour que le pouvoir montre une bonne image, pour que le pouvoir montre que les élections sont pluralistes, il y a ces politiciens, ils exigent. Je veux être associé. Mais ces généraux qui sont là, qui se battent d'ailleurs pour la succession de Nkurunziza, ils disent, ces gens, ils viennent nous embêter. Restez là où vous êtes. Toujours sur la page politique, il y a des groupuscules qui dépassent le pouvoir et qui décident à la place du gouvernement. C'est donc un ou plusieurs de ces groupes qui se sont opposés au retour de 4 politiciens en exil de rentrer au pays. C'est le constat de Deo Nshimirimana, ancien député et membre du directoire du parti UPD Nzigamibanga. Selon lui, ce sont ces personnes qui font la pluie et le beau temps dans le pays. Deo Nshimirimana donne de nombreux exemples. Il était l'invité dans l'émission également du Club de la Presse animée par Franck Kadi. Je me dis qu'en dehors du gouvernement, il y a d'autres puissances qui agissent
et qui font parler et qui font agir le gouvernement. Quand vous parlez de puissance, de quelle puissance parlez-vous? S'agit-il des États-Unis, de la France ou de... Je veux dire des puissances au niveau des au niveau institutions interne étatiques au niveau du Burundi, des puissances internes au sein des instances dirigeantes du pays. On a parlé des généraux qui seraient à la base du refus de leurs négociations. Mais ce ne sont pas seulement les généraux. Il y a d'autres personnes qui agissent indirectement au niveau du parti. Vous savez qu'il y a le Conseil des sages. Il prend des décisions. Et quand il ne veut pas, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas agir librement. Il est ligoté, si vous voulez. Il est ligoté parce qu'il n'agit pas selon son gré pour l'intérêt du pays, mais il agit selon des puissances ou bien des injonctions externes. Il y a aussi, en plus des généraux, il y a aussi des mouvements affiliés au parti qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps. Ces mouvements, quand ils disent non, c'est non. Ce sont lesquels, par exemple? Je veux dire, par exemple, les membres du FDLR qui sont aujourd'hui dans presque toutes les instances chargées de la sécurité au Burundi. Le FDLR, vous voulez dire des Rwandais? Oui, bien sûr. Ils sont au niveau de la garde présidentielle, ils sont au niveau de l'armée, ils sont au niveau de la police. Et en plus il y a le mouvement, le mouvement des jeunes affiliés au sein des DFDD. Mais est-ce que tout ça, ce ne sont pas des ouï-dire? Non, ce ne sont pas des ouï-dire. Quand un Imbonerakure donne des ordres, la police s'écarte, la police exécute. C'est le monde à l'envers. Pour dire quoi? Pour dire qu'au Burundi, on ne sait pas qui fait la loi, on ne sait pas si le gouvernement est là pour agir en tant que gouvernement au service du peuple, ou s'il est là pour dire d'accord, comme à l'Assemblée nationale. Comme à l'Assemblée nationale, il y a des membres des députés qui sont là, qui ne comprennent même pas les lois. Et ils sont là pour dire je suis d'accord, je suis d'accord. Le parti Frodebu s'insurge contre le manque de consultation dans la mise en place des commissions électorales indépendantes provinciales. Selon Léonce Ngendakumana, vice-président du Frodebu, les listes des commissions électorales indépendantes provinciales sont en véritable trompe-l'œil. A priori, elles remplissent les conditions requises, mais la réalité est tout autre. D'après Ngendakumana, pour figurer sur la liste, tout membre doit se plier aux volontés du parti CNDD-FDD. Suivez Léonce Ngendakumana. C'est une question extrêmement difficile dans la mesure où tout se fait dans la plus grande discrétion par le parti CNDD-FDD et ses alliés. À commencer par ce qu'on a appelé la feuille de route de Kayanza, la constitution de 2018 qui a été imposée au peuple burundais en violation de l'accord d'Arusha, même par la négation de l'accord d'Arusha, la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la promulgation d'un code électoral. Alors, nous référons sur comment le cadre légal des élections a été mis en place. Il est clair de comprendre comment les commissions provinciales électorales indépendantes, CEPI, viennent d'être mises en place et comment les commissions électorales communales indépendantes seront mises en place. En regardant les listes des membres de ces différentes commissions, effectivement, vous y trouvez les partis politiques, vous y trouvez les ethnies, particulièrement les Hutus et les Tutsis, les confessions religieuses et le genre. Tout le monde est présenté dedans. Mais le critère de sélection, le critère de choix de ces membres, c'est d'accepter d'être un membre ou un allié inconditionnel du parti CNDD-FDD et accepter que les élections de 2020 seront truquées et que tu défendras cette position. C'est pour cette raison que les membres de cette commission ou ces commissions elles-mêmes ne sont pas des commissions électorales indépendantes. Ce sont des envoyés du parti CNDD-FDD pour le trucage des élections. Pour terminer, je dois dire que malgré tout, il ne faut pas que le peuple burundais se décourage.
Il ne faut pas que les combattants pour la démocratie et la bonne gouvernance se fatiguent, se découragent, soient déçus, encore moins désespérés. Il faut continuer le combat parce que tout change. Deuxièmement, on ne peut pas tromper indéfiniment un peuple. Même cette situation, ça va changer. La Commission électorale nationale indépendante CENI ne peut pas organiser des élections crédibles car c'est une commission nommée pour aider le président Pierre Nkurunziza et le parti CNDD-FDD. C'est le constat du parti de Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Epitas Shimirimana indique que le parti MSD ne se présentera pas aux élections de 2020 et cela pour la simple raison que les élections de 2020 ne pourraient en aucun cas être crédibles et où il favorise le parti au pouvoir CNDD-FDD. Suivez. Je dirais qu'il n'y a plus la société civile au Burundi. Ceux qui y sont travaillent avec le pouvoir du CNDD-FDD et ce sont les partisans du CNDD-FDD. Puis ceux des églises y vont par peur. Personne n'y va volontairement comme un citoyen libre. Ce que je peux dire, je veux que vous le sachiez très bien. Ce qu'on prépare au Burundi, ce ne sont pas des élections. Le parti MSD n'en fait pas partie parce que le parti MSD a toujours voulu qu'il y ait des élections qui sont participées par tout le monde. Des élections apaisées et transparentes qui tranquillisent la population. Nous avons signalé que les élections qui écartent les uns, qui favorisent le seul parti au pouvoir, ça ne seront pas des élections. Nous avons annoncé que les préparatifs des élections de 2020, ce ne seront pas des élections libres, mais des élections du parti CNDD-FDD et le président Pierre Nkurunziza. Nous avons indiqué la Commission électorale nationale indépendante affiliée au parti CNDD-FDD ou bien la commission qui travaille pour l'intérêt du président Nkurunziza. Ce n'est pas une commission indépendante. Ce n'est pas une commission qui est capable de préparer les élections libres et indépendantes. Ce qui se passe dans le pays, c'est un autre jeu pour faire distraire les Burundais et la communauté internationale comme le faisait avant. Mais je veux vous dire que les Burundais n'accepteront pas ça. Ils vont refuser que le parti CNDD-FDD continue à détruire le pays, continue à organiser des élections non transparentes et je suis sûr que le peuple burundais arriveront tôt ou tard à préparer les bonnes élections elles-mêmes, libres, fiables pour tous les Burundais. Les élections qui sont bien préparées, pour la population burundaise et même la communauté internationale. ibikurikiza abarundi canke ibindi vyo ku rwego mpuzamakungu. Et enfin, pour clore ce journal, l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est décédé ce jeudi en Arabie Saoudite où il vivait en exil. Sa mort a été annoncée ce jeudi par son avocat puis confirmée par le ministère des Affaires étrangères. L'ex-président déchu a dirigé la Tunisie d'une main de fer pendant 23 ans. Plus de détails avec Bertie Sabiman. Issu d'une famille modeste du centre-est, le fameux président Ben Ali a pris le pouvoir le 7 novembre en 1987. Après ce qu'on a appelé un coup d'état médical contre le père de l'indépendance du pays, Habib Bourguiba, jugé trop vieux pour gouverner. Après ses études en exil en France, Ben Ali mène une carrière discrète mais efficace. Il est nommé à la Sûreté nationale, puis entre en politique et occupe le poste du ministre de l'Intérieur et celui du Premier ministre. À l'âge de 51 ans, il est accueilli avec beaucoup de méfiance par le peuple. Mais très vite, il promet des réformes et s'engage à démocratiser le pays. En 1989, les islamistes remportent une victoire pour les élections législatives avec 17% des voix et deviennent la deuxième force politique du pays. C'est à ce moment que le pays tombe dans la tyrannie, arrestation arbitraire, torture, la répression dure. Son pouvoir islamique rejoint alors celui des Algériens. Chômage, corruption et la répression politique marquent le quotidien des Tunisiens qui, pour beaucoup, en 2011, n'en peuvent plus. C'était au mois de janvier en 2011 que le président Ben Ali n'a plus le choix à cause de la révolte populaire qui ont dit même emporter 300 morts et doit quitter le pays pour se réfugier en Arabie Saoudite où il est mort à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui une femme et 6 enfants. C'est sur ce reportage de Bertine Sabimana que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.